Quand j'y repense, dit Mary Field, je m'émerveille que nous ayons pu grandir sans une Nanny pour s'occuper de nous. Sans aucun doute, depuis son arrivée, Nanny avait profondément changé la vie de la maisonnée Field. De l'instant où les enfants ouvraient les yeux le matin, au dernier hochement de tête ensommeillé du soir, Nanny était avec eux à les surveiller, rôder auprès d'eux et faire en sorte que leur moindre désir soit satisfait. Lorsqu'il partait pour le bureau, M. Field savait que ses enfants étaient absolument en sécurité. Quant à Marie, elle se trouvait délivrée d'un cortège de corvées et de soucis. Elle n'avait ni à réveiller les enfants, ni à les habiller, ni à s'assurer qu'ils étaient propres, qu'ils prenaient bien leur repas, et ainsi de suite. Elle n'avait pas à les amener à l'école, et après l'école, s'ils ne rentraient pas directement à la maison, elle ne se rongeait plus les sangs en se demandant ce qui avait bien pu leur arriver. Naturellement, on ne pouvait pas dire que Nanny les gâtait trop. Lorsqu'ils demandaient quelque chose d'absurde ou de dangereux, un magasin entier de sucreries ou une moto de policier, Nanny faisait preuve d'une volonté de faire. En bonne bergère, elle savait quand il ne fallait pas céder au désir du troupeau. Les deux enfants l'adoraient. Le jour où il avait fallu l'envoyer en réparation, ils avaient pleuré sans interruption. Ni leur père ni leur mère n'avaient pu les consoler. Mais Nanny avait fini par revenir, et tout était rentré dans l'ordre. D'ailleurs, il était temps, Madame Field était exténuée. « Seigneur, dit-elle en se jetant sur le canapé, que ferions-nous sans elle ?» Monsieur Field leva les yeux. « Sans qui ? Sans Nanny ?»« Dieu seul le sait, » répondit Monsieur Field. Une fois qu'elle avait réveillé les enfants, en émettant un doux ronronnement musical à quelques dizaines de centimètres de leur tête, elle supervisait l'habillage et s'assurait qu'ils descendaient promptement prendre leur petit déjeuner, propre et de bonne humeur. S'ils étaient fâchés, Nanny leur accordait le plaisir de descendre l'escalier juché sur son dos. Et quel plaisir! Presque aussi bien que les montagnes russes. Bobby et Jean, suspendus au péril de leur vie, et Nanny dévalant marche après marche, avec ce drôle de roulis qui la secouait. Naturellement, elle ne préparait pas le petit déjeuner, cela, c'était la cuisine qui s'en chargeait entièrement. Mais elle restait pour s'assurer que les enfants mangeaient comme il fallait, puis supervisait les préparatifs du départ pour l'école. Dès qu'ils avaient rassemblé leurs livres et que leur tenue était irréprochable, sa tâche principale commençait. Assurer leur sécurité au travers des rues animées. La ville était pleine de dangers. En tout cas suffisamment pour que Nanny demeure vigilante. Les turbojets qui passaient en coup de vent en emportant les hommes d'affaires au bureau, par exemple. Et le jour où une petite brute avait essayé de frapper Bobby, une poussée du grappin droit, et il était reparti en hurlant à plein poumon. Et la fois où un ivrogne avait entrepris Jean avec Dieu savait quelles intentions. Nanny l'avait envoyé rouler dans le caniveau d'un seul mouvement de sa hanche métallique. Il arrivait que les enfants s'attardent devant une vitrine. Alors elle devait les pousser doucement, les presser de reprendre leur chemin. Ou bien, si, comme cela arrivait parfois, ils étaient en retard pour l'école, elle les prenait sur son dos et fonçait à toute allure sur le trottoir en faisant ronfler et claquer ses chenilles à un rythme soutenu. Après l'école, Nanny restait en permanence avec eux. Elle les regardait jouer, elle les protégeait en toutes circonstances, et, lorsqu'il se faisait tard et que la nuit tombait, elle les arrachait à leurs amusements et prenait le chemin du foyer. Sans surprise, au moment même où le dîner était servi, voilà qu'arrivait Nanny par la porte d'entrée, poussant devant elle Bobby et Jean dans une série de déclics et de bourdonnements réprobateurs, juste au moment de passer à table, et un court détour par la salle de bain pour les débarbouiller. Mais la nuit, silencieuse, Madame Field fronça légèrement les sourcils. Oui, la nuit... Tom, fit-elle. Son mari leva les yeux de son journal. Oui ? Il y a une chose dont je voulais te parler, c'est étrange et je ne comprends pas de quoi il retourne. Bien entendu, je ne connais rien à la mécanique, mais, Tom, quand nous sommes tous endormis et que la maison est calme, Nanny un bruit. Maman ! Jean et Bobby déboulaient dans le salon rouge de plaisir. Maman, on a fait la course avec Nanny sur le chemin du retour, et c'est nous qui avons gagné. Oui, on a gagné, reprit Bobby, on l'a battue. On a couru beaucoup plus vite qu'elle, renchérit Jean. Où est Nanny, les enfants ? S'enquit Madame Field. Elle arrive. Bonjour, papa. Bonjour, les enfants, répondit Tom Field. Il inclina la tête sur le côté et prêta l'oreille. On entendait venir du porche d'entrée un bruit de frottement ainsi qu'un ronronnement inhabituel. Il sourit. « La voilà !» s'écria Bobby.
Sur quoi Nanny pénétra dans la pièce. Monsieur Field reporta son regard sur elle. Elle l'avait toujours intrigué. Le seul bruit qu'on entendit dans la pièce était celui, étrangement rythmique, de ses chenilles effleurant le parquet. Nanny vint s'arrêter à quelques pas de lui. 2 yeux fixes le jaugèrent, 2 cellules photoélectriques, montées sur des tiges de métal souple qui remuaient légèrement, comme si elle hésitait sur la marche à suivre. Enfin, les tiges se rétractèrent. Nanny était en forme de sphère, une large sphère métallique qui s'évasait vers le bas. On en avait recouvert la surface d'une couche d'émail vert terne qui s'était écaillée et rayée à l'usage. À part les pédoncules optiques, il n'y avait pas grand-chose à voir. Les chenilles étaient cachées. De chaque côté de la coque se dessinaient les contours d'une trappe. De là sortaient les grappins magnétiques, en cas de besoin. Sur le devant, l'enveloppe métallique se terminait en pointe, et là, le métal était renforcé. Les plaques supplémentaires qu'on avait soudées, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, lui donnaient l'allure d'une arme de guerre. Une espèce de char d'assaut, ou bien un navire de métal sphérique échoué. Ou encore un insecte, un termite peut-être. « Allez, viens !» hurla Bobby. Brusquement, Nanny bougea. Ses chenilles s'agrippèrent au parquet et elle vira légèrement sur elle-même. Une des trappes latérales s'ouvrit. Il en sortit une longue perche métallique. Joueuse, Nanny referma son grappin autour du bras de Bobby et la tira à elle. Puis elle le jucha sur son dos. Les jambes de l'enfant encerclèrent la coque et il se mit à l'éperonner joyeusement en faisant des bonds. « On fait la course autour du pâté de maison !» lança Jean. « C'est parti !» cria Bobby. Nanny l'emporta hors de la pièce. Un gros insecte, tout rond, fait de métal bourdonnant, de relais, de cellules photoélectriques et de tubes cliquetants. Jean suivit en courant. Le silence retomba. Les parents se retrouvèrent seuls. « Elle est tout de même étonnante, non ?» dit Madame Field. « Naturellement, de nos jours, les robots courent les rues. En tout cas, plus qu'il y a quelques années, on en voit partout. Ils sont derrière les comptoirs des magasins, ils conduisent les autobus, ils creusent les fossés. Mais Nanny est différente, murmura Tom Field. Elle, ce n'est pas vraiment une machine, plutôt une personne, un être vivant. D'ailleurs, elle est d'un genre beaucoup plus complexe que les autres. C'est normal, on dit qu'elle est encore plus compliquée que la cuisine. Il faut dire qu'on l'a payée cher, fit Tom. C'est vrai, fit doucement Marie. On dirait vraiment un être vivant. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de sa voix. En tout cas, elle s'occupe très bien des enfants, dit Tom en retournant à son journal. Pourtant, je me fais du souci. Fronçant les sourcils, Marie reposa sa tasse de café. Le dîner était servi, il était tard et les 2 enfants étaient au lit. Marie s'essuya délicatement la bouche avec sa serviette. « Tom, je suis inquiète, je voudrais que tu m'écoutes. » Tom Field cligna des yeux. « Inquiète ? À quel sujet ? » « Au sujet de Nanny. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Tu veux dire qu'il va encore falloir la faire réparer ? On vient de le faire. De quoi s'agit-il cette fois ? Est-ce que les gosses ont fait quelque chose ? Non, c'est autre chose. Mais quoi donc ? Sa femme resta longtemps sans répondre. Tout à coup, elle se leva de table et traversa la pièce. Arrivée au pied de l'escalier, elle leva les yeux et resta là, à regarder. Tom la contemplait d'un air stupéfait. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Je veux être sûr qu'elle ne peut pas nous entendre. »« Elle ? Tu veux parler de Nanny ?» Marie revint vers lui. « Tom, la nuit dernière, je me suis réveillée à cause des bruits. Je les ai entendus, à nouveau, les mêmes bruits que la dernière fois. Et tu m'avais dit que ce n'était rien. » Tom fit un geste vague. « Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Je n'en sais rien, et c'est ça qui m'inquiète. Toujours est-il que, quand nous dormons, elle descend. Elle ne reste pas dans sa chambre. Elle se glisse dans l'escalier aussi doucement que possible, dès qu'elle nous croit endormis. Mais pourquoi ? Mais je ne sais pas. La nuit dernière, je l'ai entendue dévaler l'escalier sans faire plus de bruit qu'une souris. Et alors ? Et alors quoi ? Tom. Après, je l'ai entendue sortir par la porte de derrière pour aller dans le jardin, et pendant un moment, je n'ai rien perçu d'autre. Continue, fit Tom en se frottant la joue. J'ai tendu l'oreille, je me suis assise dans mon lit. Toi, tu dormais bien sûr, profondément.
Pas la peine d'essayer de te réveiller. Je me suis levé, et je suis allé à la fenêtre. J'ai relevé le store et jeté un coup d'œil dehors. Elle était là, dans le jardin. Mais que faisait-elle? Je l'ignore. Le visage de Mary Field était tendu d'inquiétude. Je l'ignore. Que peut bien faire une nanny dans le jardin, en pleine nuit? Il faisait noir, terriblement noir. Mais le filtre infrarouge ne tarda pas à se déclencher, et les ténèbres s'évanouirent. La forme métallique avança, se faufila dans la cuisine en rétractant partiellement ses chenilles pour ne pas faire de bruit. Arrivant devant la porte du jardin, elle fit une pause et se mit aux aguets. Pas un bruit. La maison était silencieuse. Là-haut, tout le monde dormait, profondément. La nanny poussa la porte. Elle sortit sur le perron et laissa le battant se refermer doucement derrière elle. La nuit était froide et pleine de senteurs, ces senteurs étranges et piquantes que prend la nuit lorsque le printemps touche à sa fin et que la terre est encore humide, lorsque juillet n'a pas encore tué sur place toutes les petites plantes qui poussent. La nanny descendit les marches et atteignit l'allée de ciment, puis elle s'avança prudemment sur la pelouse dont les herbes humides vinrent lui battre les flancs. Au bout d'un moment, elle s'arrêta et s'éleva sur ses chenilles. La partie avant de sa coque pointait, ses pédoncules s'étiraient, rigides et tendus, légèrement mouvants. Alors elle redescendit et poursuivit sa progression. Elle faisait le tour du pêcher en revenant vers la maison lorsqu'un bruit se fit entendre. Elle s'immobilisa instantanément, tous les sens en alerte. Les trappes latérales glissèrent et les grappins s'étendirent de toute leur longueur, légers et prudents. De l'autre côté de la barrière, après le parterre de Marguerite, quelque chose avait bougé. La nanny scruta l'obscurité en changeant rapidement de filtre. Seules quelques rares étoiles clignotaient dans le ciel, mais elle y voyait et cela suffisait. Derrière la barrière, une autre nanny avançait doucement entre les fleurs en direction de la haie. Elle essayait de faire le moins de bruit possible. Toutes deux s'immobilisèrent soudain et se regardèrent, la nanny verte qui attendait dans son jardin et la rôdeuse bleue qui venait. Cette dernière était plus grande que Nanny. Elle avait été construite pour s'occuper de 2 jeunes garçons. Elle avait les flancs déchiquetés et gauchis par l'usage, mais ses grappins avaient toujours la même puissance. En plus des habituelles plaques renforcées qui lui tenaient lieu de nez, on voyait un renfoncement d'acier robuste et une mâchoire saillante qui déjà se mettait en place, prête à l'action. Mais qu'a produit son fabricant avait accordé une attention toute particulière à cet aspect. C'était sa marque de fabrique, sa caractéristique unique. Encarts publicitaires et brochures insistaient sur le dispositif frontal impressionnant que comportaient tous les modèles. Il existait une option, une lame tranchante, actionnée par un moteur électrique qui, pour une somme d'argent supplémentaire, pouvait être aisément montée sur les modèles de la série Luxe. C'était le cas de cette nanny bleue. Reprenant prudemment son chemin, elle atteignit la barrière, fit halte et inspecta soigneusement les planches qui la composaient. Elles étaient minces et n'étaient plus très neuves, commençaient même à pourrir. Elle poussa de la tête contre le bois, la barrière céda, et une brèche hérissée des chardes s'ouvrit. Aussitôt, la nanny verte s'éleva sur ses chenilles arrière, et ses grappins jaillirent. Une grande joie l'envahit, une bouffée d'excitation, la frénésie sauvage du combat. Les 2 machines tombèrent l'une sur l'autre et roulèrent sur le sol en silence, grappins entrelacés. Ni la nanny bleue méca produit, ni la nanny verte de service industrie, plus petite et plus légère, tout émaillée de vert pâle, n'émettaient le moindre bruit. Elles luttèrent longtemps, collées l'une à l'autre, tandis que la puissante mâchoire essayait de se frayer un chemin dans les fragiles chenilles. La verte visait de sa pointe métallique les yeux qui luisaient par intermittence contre son flanc. Son handicap était qu'elle appartenait à la gamme de prix intermédiaire. Devant ce modèle supérieur, elle ne faisait pas le poids, mais elle ne s'en battait pas moins avec fureur et acharnement. Le combat se prolongeait. Les 2 nannies continuaient de rouler sur la terre humide, sans un son, absorbées par l'ultime courroux
pour lequel chacune avait été conçue. « Je ne vois vraiment pas, » murmura Maryfield en secouant la tête. « Je n'en ai aucune idée. »« Tu crois que c'est un animal qui lui a fait ça ?» risqua Tom. « Y a-t-il des chiens de cette taille dans le quartier ?»« Non. Il y a eu un grand setter irlandais, mais ses maîtres sont allés s'installer à la campagne. C'était le chien de M. Petty. » Déroutés et inquiets, tous deux observaient la nanny qui se tenait immobile près de la porte de la salle de bain en veillant à ce que Bobby se lave bien les dents. Sa coque verte était toute tordue. Le verre d'un de ses yeux avait volé en éclats, un des grappins ne voulait plus se rétracter complètement. Inutilisable, il pendait lamentablement hors de sa petite trappe. « Je n'arrive pas à comprendre, » répéta Marie. « Je vais appeler l'atelier et voir ce qu'ils en disent. »« Tom, il a dû se passer quelque chose cette nuit. Quand nous dormions, ces bruits que j'ai entendus. »« Chut !» l'avertit Tom. Nanny sortait de la salle de bain et venait maintenant vers eux. Dans une série de ronronnements et de déclics anarchiques, le tonneau de métal verdâtre, à la démarche déséquilibrée, les dépassa en émettant un grincement arythmique. Tom et Maryfield la regardèrent d'un air malheureux se traîner péniblement jusque dans le salon. « Je me demande, » commença Marie. « Tu te demandes quoi ?»« Je me demande si cela va se reproduire. » Tout à coup, elle leva sur son mari un regard noyé d'angoisse. « Tu sais comme les enfants l'adorent et combien ils ont besoin d'elle. Sans elle, ils ne seraient plus en sécurité, n'est-ce pas ?»« Peut-être que ça n'arrivera plus, » dit Tom d'un ton apaisant. C'était sans doute un accident. Mais lui-même n'y croyait guère. Il savait bien qu'il n'en était rien. Il sortit du garage son véhicule de surface et recula jusqu'à amener le coffre à bagages contre la porte du jardin. Il ne lui fallut pas longtemps pour y charger la nanny bosselée toute de guingois. 10 minutes plus tard, il était en route pour l'atelier d'entretien et réparation de Service Industrie. Le mécanicien en salopette blanche, toute tachée de graisse, l'accueillit sur le seuil. « Des ennuis ?» s'enquit-il d'un ton las. Derrière lui, dans les profondeurs de l'immense bâtisse, s'alignaient des rangées entières de robots esquintés, plus ou moins démontés. « Et qu'est-ce qui ne va pas cette fois ?» Tom ne répondit pas. Il ordonna à la nanny de descendre du croiseur et attendit que le réparateur se rende compte par lui-même. Celui-ci se remit péniblement debout, en essuyant ses mains sur sa salopette et secoua la tête. « Ça va vous coûter une petite fortune, » commenta-t-il. « La totalité du système de transmission neurale est fichue. » La gorge sèche, Tom s'enquit. « Vous avez déjà vu ça ? Elle ne s'est pas cassée toute seule, et vous le savez très bien. Elle a été démolie. »« Ça, c'est sûr, » répondit l'autre. « On lui a drôlement rabaissé son caquet. D'après les morceaux qui manquent, il désigna les plaques antérieures de la coque. Je dirais que c'était un de ces nouveaux modèles à mâchoire de chez Mecha. » Le sang de Tom ne fit qu'un tour. « Alors, ce n'est pas nouveau, » fit-il à voix basse, en sentant son cœur se serrer. « C'est même monnaie courante. » « Eh bien, voyez-vous, Mecha vient de sortir un nouveau modèle, ce n'est pas rien, à peu près 2 fois plus cher que celui-ci. Naturellement, » ajouta le réparateur d'un air pensif, « nous avons un équivalent. Le nôtre vaut largement le leur, et pour moins cher. » Tom fit son possible pour garder un ton calme. « Je veux faire réparer celui-là. Je n'en veux pas d'autre. Je vais voir ce que je peux faire, mais il ne sera plus jamais comme avant. Les dégâts sont très profonds. Moi, je vous conseille de les changer. Ça ne vous coûtera pas beaucoup plus. Avec les nouveaux modèles qui vont sortir dans 1 mois ou 2, les vendeurs sont tout prêts à vous faire une réduction. » Voyons un peu. Tom Field alluma une cigarette. « Si je comprends bien, vous ne voulez pas vraiment réparer cela. Quand il tombe en panne, vous préférez vendre les derniers modèles. » Il regarda intensément le réparateur. « Quand il tombe en panne, ou quand on les a mis hors d'usage. » L'autre haussa les épaules. « Je trouve simplement qu'on perdrait son temps à le réparer. De toute façon, il aura bientôt son compte. » Il donna un coup de botte dans la coque déformée. « Ce modèle a presque 3 ans. Désolé, monsieur, mais il est dépassé. » « Réparez-le, » grinça Tom.
Il commençait à comprendre et n'allait pas tarder à s'emporter. Pas question d'en acheter un neuf. Je veux qu'il soit remis en état. Entendu, obéit le réparateur. Il entreprit de remplir un formulaire. Nous ferons de notre mieux. Mais n'attendez pas de miracle. Tandis que Tom Field signait d'une main nerveuse, on amena 2 autres machines endommagées. Quand pourrais-je la récupérer? Il faudra 2 ou 3 jours, répondit le mécanicien en indiquant d'un mouvement de tête les machines en cours de réparation rangées derrière lui. Comme vous pouvez le constater, ajouta-t-il d'un ton désinvolte, nous sommes plutôt débordés. J'attendrai le temps qu'il faudra, fit Tom d'une voix tendue, même si cela doit prendre un mois.